Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver pour vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le titre. Messieurs et dames, bienvenue dans ce journal dont voici le titre. Vous suivrez dans ce journal Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, qui s'est rendu dimanche 17 mai 2026 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, au lendemain de la déclaration officielle de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, afin de s'enquérir personnellement de l'évolution de la situation sanitaire et de renforcer la coordination de la riposte sur terrain. À suivre également dans ce journal la clôture de l'atelier de formation des inspecteurs sur l'intégration de la thématique Génocoste dans les curricula scolaires par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, Raissa Malou. Durant 8 jours, les participants ont approfondi plusieurs thématiques liées à la justice traditionnelle. Et puis au cabinet du vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Mouzito, les travaux techniques consacrés à la finalisation de l'avant-projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2026 ont débuté samedi dernier à Kinshasa. Puis en province, Kabwe Mwamba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a pris part samedi 16 mai 2025 à la 5e année des commémorations du décès de Feu Mouelwa Sambiwa Kasongo, le tout premier président de cette première institution dans le Haut-Katanga. Ainsi sera donc votre journal. Place à présent au développement des titres. Une fois de plus, bienvenue. Ouvrons ce journal par la santé au lendemain de la déclaration officielle de la 17e épidémie de maladie à virus Ebola, faite lors du point de presse du 16 mai 2026. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance, Samuel Roger Kamba, s'est rendu à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, afin de s'enquérir personnellement de l'évolution de la situation sanitaire et de renforcer la coordination de la riposte sur le terrain. Suivez ici Samuel Roger Kamba à son arrivée. Bon, d'abord, je suis venu constater la situation très rapidement. Vous savez que le diagnostic a été fait jeudi soir. Nous sommes dimanche. Donc, le gouvernement de la République a voulu montrer très rapidement qu'on ne peut pas laisser nos populations se débrouiller seules pendant plusieurs jours. C'est pour ça que nous sommes déjà venus ici. Mais vous savez que nos équipes étaient arrivées même avant cela. D'abord pour faire le constat et puis surtout pour faire les prélèvements qui nous ont permis de confirmer ce diagnostic le 14. Et le 15, nous avons fait la déclaration internationale, la déclaration officielle. Et donc, nous avons déjà déployé la riposte. Et là, aujourd'hui, nous sommes venus pour compléter ce déploiement de la riposte avec notamment de ressources matérielles, mais aussi des ressources humaines du Centre d'opération d'urgence de santé publique. Nous avons déjà, et le gouverneur nous a déjà aidé pour ça en choisissant les sites. Les sites sont déjà choisis, à Rampara et puis à Mongwalu et puis ici à Bunia, les sites sont déjà choisis. Et ce matin, nous, on a amené justement toutes les tentes pour monter les centres de traitement. On sait que les hôpitaux sont déjà sous tension parce qu'à cause des malades, je voudrais informer ici la population que nous avons 59 malades qui sont activement pris en charge actuellement. Mais on se prépare à avoir des centres de traitement sur les 3 sites pour pouvoir élargir nos capacités. Alors pour la population, je voudrais d'abord dire que, et je l'ai dit hier à Kinshasa, je le répète aujourd'hui, ce n'est pas une maladie mystique, d'une part. D'autre part, plus vite on va prendre le malade en charge, plus vite on va le soigner, mais plus vite on va arrêter le déplacement, ou qu'on appelle la propagation du virus. Parlons à présent éducation. La ministre des tutelles, Raissa Malou, a clôturé le samedi 16 mai 2026 l'atelier des formations des inspecteurs sur l'intégration de la thématique Génocoste dans le curricula scolaire durant 8 jours. Les participants ont approfondi plusieurs thématiques liées notamment à la justice traditionnelle, au récit du génocide congolais ainsi qu'au plaidoyer pour sa reconnaissance. Regardez.
Samedi 16 mai 2026, à Kinshasa, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a tiré le rideau sur 10 jours d'ateliers intensifs. Objectif, former 25 inspecteurs centraux à l'intégration de la thématique génocoste dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire. Derrière ce mot valise, génocide pour des gains économiques, c'est toute la mémoire des 30 ans de conflits meurtriers en RDC que le gouvernement veut désormais transmettre en classe. Un profond sens de responsabilité que je clôt aujourd'hui cet atelier de formation sur la thématique du Génocoste. Pendant 8 jours, vous avez approfondi des sujets graves. La justice transitionnelle, le récit du génocide congolais et le plaidoyer pour sa reconnaissance. Ce travail dépasse le cadre académique. Il est un acte de mémoire et de vérité. Aucune nation ne peut se construire durablement en ignorant son histoire. Éduquer notre jeunesse, c'est lui transmettre les clés de nos blessures pour forger de véritables citoyens. Pour le ministère, il ne s'agit plus seulement de commémorer le 2 août, date officielle du Génocoste, mais d'en faire un objet pédagogique. La mémoire collective s'efface. Si on n'enseigne pas, les jeunes risquent de revivre les mêmes horreurs, explique un formateur lancé le 9 mai 2026 par le vice-ministre Théodore Kazadi. L'atelier résidentiel a réuni 25 inspecteurs formateurs venus de Kinshasa et des provinces. La ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, déjà impliquée en février 2026 dans la coordination avec le ministère de la Jeunesse pour l'éveil patriotique, a insisté à la clôture que l'école doit devenir le lieu de fabrication de la nouvelle citoyenneté. Les Génocostes n'est pas un cours d'histoire de plus, c'est un vaccin contre l'amnésie. Budget, on en parle dans ce journal dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sur instruction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les travaux techniques consacrés à la finalisation de l'avant-projet loi des finances rectificatives de l'exercice 2026 ont débuté le samedi dernier au cabinet du vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito au centre financier de Kinshasa. Suivez. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et sur instruction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les travaux techniques consacrés à la finalisation de l'avant-projet de loi de finances certificative de l'exercice 2026 ont débuté ce samedi 16 mai au cabinet du vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito, au centre financier de Kinshasa. Cette étape cruciale traduit la volonté du gouvernement d'ajuster la trajectoire budgétaire de l'État afin de répondre avec davantage d'efficacité aux impératifs socio-économiques du pays. Pour cette première journée, les experts de 7 ministères stratégiques ont été reçus par ceux du ministère du Budget afin de présenter leurs priorités d'investissement à impact visible. Les échanges ont porté sur la sélection et l'intégration de projets structurants susceptibles de générer des retombées immédiates et concrètes pour la population. Les secteurs ayant pris part aux travaux ce samedi sont notamment la défense nationale et les anciens combattants, l'intérieur, la sécurité, la décentralisation et les affaires coutumières, la santé publique, l'éducation nationale, les infrastructures et travaux publics, les transports et voies de communication ainsi que l'industrie et les hydrocarbures. À travers ces travaux techniques, le gouvernement affiche un objectif clair d'identifier 20 secteurs prioritaires dont les projets présentent un fort impact économique et social. Ces ajustements budgétaires visent à renforcer les investissements publics dans le cadre de la révision de la loi de finances initiale. Le calendrier de consultation se poursuivra le lundi 18 mai avec l'audition des 10 autres secteurs. Parmi les ministères attendus figurent notamment l'agriculture, le commerce extérieur, les affaires foncières et le portefeuille. À noter que 3 secteurs ont sollicité et obtenu un report de leur passage, portant ainsi à 20 le nombre total des secteurs concernés par cet exercice. À l'issue de ces consultations techniques, l'avant-projet de loi de finances rectificative sera soumis aux instances compétentes pour validation.
Quittant ministère du budget, direction celui de l'intérieur où le commissaire général adjoint chargé de l'appui et de la gestion, commissaire divisionnaire Jean Bosco Galinga Makonga a salué la décision du vice-premier ministre de l'intérieur Jacquemain Chabani de procéder à l'avancement en grade de sous-officier de la police nationale congolaise après près de 13 ans d'attente, estimant qu'elle vient corriger une injustice à l'endroit des sous-officiers. Plus de détails dans cet élément. Déjà, il faut préciser que les avancements en grade sont faits par deux autorités principalement. Le président de la République par ordonnance pour les officiers et le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence le vice-premier ministre de l'Intérieur actuellement, pour ce qui est des sous-officiers. La dernière nomination dans la catégorie des sous-officiers, c'est-à-dire des catégories que nous appelons dans la police des catégories C, D et E, date de 2013, donc d'il y a 13 ans. C'est ainsi que nous pouvons dire que la police a accueilli avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de soulagement, la régularisation de cette situation-là. Il s'agissait de corriger une injustice. Les officiers ont été promus 2 ou 3 fois, alors que les sous-officiers sont restés en statu quo pendant près de 13 ans. Bon, la situation a été régularisée. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a corrigé cette injustice qu'il y avait à l'endroit des sous-officiers. Mais maintenant, nous devons aller vers la normalisation. La normalisation veut dire que aujourd'hui, la police a des écoles. Nous avons une école de formation des sous-officiers qui est académie. Nous avons aujourd'hui une académie de police qui sont fonctionnels. Ces sous-officiers promus aujourd'hui devront savoir que l'on n'accède plus à la catégorie supérieure sans justifier d'un passage par une école. Bon, déjà que le fait qu'ils soient restés en statu quo avait une incidence quelque peu négative sur leur morale. Cela est normal. Vous savez que le grade est un des attributs du pouvoir, un des attributs d'autorité qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est un des deux. Il n'était pas bon que des personnes qui travaillent demeurent comme dans une carrière plane. Ça avait une certaine incidence sur leur morale, donc une incidence sur les résultats. Je vous l'ai dit en titre, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kabouimamba Michel, a pris part le samedi 16 mai 2026 à la manifestation de la 5e année depuis que mourait le tout premier président de cet organe délibérant du Haut-Katanga. Il s'agit de Mwelwa Sambi Wakasongo Dieudonné, décédé depuis le 21 mai 2021. Suivez. 16 mai 2021, 16 mai 2026, cela fait exactement 5 ans, jour pour jour, depuis que mourait le tout premier président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Après le démembrement du Grand Katanga, feu honorable Mwelwa Sambi Wakasongo Dieudonné. À cette occasion, une manifestation a été organisée ce samedi 16 mai 2026 en son honneur derrière les bâtiments du 30 juin de Lubumbashi, en présence du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabouimamba Michel, l'honorable Katubilwa Kaombe Michel, élu du territoire d'Mpweto, les cadres et agents de l'administration de cette première institution en province, le membre des cabinets politiques, la famille, les amis et connaissances de l'illustre disparu. Tout a commencé par le mot du représentant de la famille, Raphaël Kalenga, suivi de la projection du film des témoignages de feu honorable Mwelwa Sambi Wakasongo Dieudonné. Dans son mot, le président de l'organe délibérant, l'honorable Kabouimamba Michel, est revenu sur les qualités qu'incarnait ce grand homme qui a laissé des traces indélébiles. Qui était Mwelwa Sambi Dieudonné? C'est le tout premier président de l'Assemblée provinciale Tipo Katanga. Il nous a laissé une comptabilité bien tenue, une finance bien suivie et une administration aujourd'hui dans l'Assemblée qu'on ne peut pas contester. Comme l'a dit un politicien, il y a des hommes d'État, il y a aussi des politiciens. Mwelwa Sambi n'était pas seulement politicien, il était un homme d'État parce qu'il voyait ce qui pouvait venir dans 5 ou 10 ans.
voilà le pourquoi la rigueur, voilà le pourquoi le bienfait, et voilà le pourquoi aujourd'hui nous avons l'architecture de l'administration de l'Assemblée. Il ne voyait pas seulement lui qui gérait, mais il voyait aussi nous autres qui allaient venir après lui. Beaucoup de politiciens oublient les racines. Quand ils sont en ville, ils disent même qu'au village, c'est là où il y a des sorciers. Par contre, lui n'a pas vu ça. Et pour l'émergence de la jeunesse, il était cofondateur de l'État supérieur d'Impueto, pour qu'en Pueto, qu'il y ait des intellectuels. Bien avant, une messe d'action de grâce a été dite dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi, en présence de l'honorable Katoubilois Michel, élu d'Impueto, du président honoraire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Freddy Kashoba, Lubi Kibwe, de l'ancien ministre provincial de la Santé, le docteur José Nsambi Boulanda et plusieurs autres personnalités. L'officiant du jour, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba Mugalou, a dans son homélie rappelé ce qu'a été fait honorable Moura Sambi à Kasongo, tout en invitant l'assistance à garder une pensée pieuse en mémoire du tout premier président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui a servi le pays avec amour. Au nom de la famille, Raphaël Kalenga a remercié l'archevêque et tous les prêtres ainsi que toute l'assistance venue pour la circonstance. C'est dans un climat de convivialité et de fraternité qui s'est déroulée cette manifestation. Par la présente religion. 17 mai 2026, les fidèles de l'église Cité des Adorateurs ont répondu à leur rendez-vous dominical par des moments d'adoration et des louanges en l'honneur du Très-Haut. À cette même occasion, ils ont été nourris de la parole des dieux par la prédicatrice du jour, pasteur Mimi Faïla, qui les a exhortés autour du sous-thème les combats spirituels tirés du livre de 1 Timothée, au 6e chapitre au 12e verset. Le roi Hamwamba Elvin Goy nous donne plus de détails. Ce dimanche 17 mai 2026, plusieurs fidèles de l'église Cité des Adorateurs ont pris part au culte dominical dans leur temple habituel du quartier Tiamalale. Un rendez-vous spirituel incontournable pour les membres de cette communauté. La prière d'ouverture a été conduite par l'apôtre Sage Souedi, responsable du centre Bethel. Elle a laissé place à un temps de louange et d'adoration animé par différentes chorales. Chants et mélodies ont plongé l'assemblée dans une atmosphère de recueillement et de méditation. Le culte s'est poursuivi avec la prédication du jour rapportée par la pasteur Mimi Faïla. Elle a développé le sous-thème le combat spirituel, tiré du thème général ne te laisse pas vaincre par les Goliaths de ta vie. Pour appuyer son message, l'oratrice s'est basée sur 1 Timothée chapitre 6 verset 12, insistant sur les attitudes et les caractères à adopter pour remporter la victoire dans les combats spirituels. C'est aussi un choix. Quelqu'un dit amen. Les combats spirituels sont un choix. Donc si je veux mener une bataille spirituelle, je suis en train de choisir de rester fermement attaché aux promesses de Dieu. Malgré tout ce qui se passe autour de moi, malgré les épreuves, malgré les découragements, malgré les doutes qui sont en moi, j'ai fait le choix de rester fermement attaché aux promesses de Dieu, qu'enfin au moment opportun que ces promesses s'accomplissent dans ma vie. Ce culte dominical a également été marqué par un temps d'offrande dans un esprit de communion fraternelle. Réunis autour de leur Père de la foi, les fidèles du centre Bethel, église Cité des Adorateurs, ont attendu la prière finale de bénédiction avant de regagner leur domicile. Messieurs et dames, ce journal se poursuit. Place à présent à la page sportive. La
la 5e journée de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo s'est jouée le samedi dernier au stade tout-puissant Mazembe de la commune Kamalondo. L'AS Maniema Union a enregistré une troisième défaite, dans cette phase retour des play-offs, cette fois face à l'ASV Club par une note étriquée des 0 buts contre 1. Bovin Kazadi pour ses commentaires. La lutte pour les titres de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo dans sa phase des playoffs s'affiche clairement dans les chefs de plusieurs clubs à figure à cette étape de la compétition. C'est le cas de cette formation quinoise de l'AS Vita Club qui a réalisé une prestation de dingue et incroyable annonçant la recherche du sommet. Après avoir connu des difficultés en début de playoffs face à Mazembe et Don Bosco, les Moscovites ont enregistré leur 3e victoire consécutive en battant le Kambelembele Boys de l'AS Maniema Union par la plus petite marque de 1-0 au stade TP Mazembe. En bimatinal, signé Gershom Kaumba à la 4e minute du jeu. Qui va partir en attaque, on va tenter de trouver peut-être la première et AS Vita Club qui marque sur la toute première occasion de leur côté dans ce match. Une douche froide dans laquelle les unionistes n'ont pas réussi à revenir au score malgré une forte pression accompagnée de plusieurs offensives. Maniema Union s'incline et enregistre une 3e défaite de suite pour aller compte de la 5e journée de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo dans sa phase des playoffs retour. Par rapport aux Moscovites, et c'est la fin de la partie ici au stade TP Mazembe entre l'AS Maniema Union et l'AS Vita Club. Restons toujours en sport où la finale allée dans la Ligue des champions africaines s'est jouée dimanche 17 mai 2026 en Afrique du Sud. Cette finale qui a opposé la formation de Mamelodi Sundowns à l'AS FAR de Maroc, un duel remporté par les Sud-Africains par la note de 1-0. Bovin Kazadi revient. Un ultime coup de sifflet après une victoire étriquée des Mamelodi Sundowns devant l'AS FAR en finale allée de la Ligue des champions africaine de football. Fini les suspens pour les fanatiques de cette équipe sud-africaine qui ont pronostiqué en leur faveur. Place au questionnement sur les enjeux de la manche retour. Pour ces premiers actes, le regard de tous les Sud-Africains était braqué sur la performance de leurs acteurs, surtout avec ce multiple raté de Brésiliens d'Afrique devant le but du portier marocain. Par manque de lucidité avant l'ouverture du score, de Moutiba à la 37e minute sur un super coup franc visant le deuxième poteau du but marocain. Foot of his, it's driven through. What a fantastic goal! Forget about Nuno Santos. Bring forth Audrey Modiba. Cette réalisation a été accompagnée par cette action ratée des attaquants sud-africains, y compris ce deuxième coup franc de Mukwena qui a choisi les poteaux. Here it is, it's been fired in! Oh, what a wonderful strike off the left post, denied by the woodwork. Tiraho Mukwena. Une rencontre qui a donné du fil à retordre à l'AS FAR sur le plan tactique. Mais la technique a été maîtrisée afin de gérer la deuxième partie, après avoir encaissé le but qui a tué les rêves du Marocain de l'AS FAR. La lutte pour les titres pourrait bel et bien se jouer en manche retour, au cours de laquelle l'AS FAR pourrait avoir un mot à dire le 24 mai prochain au stade Prince Moulay Abdallah. Mamelodi Sundowns have a lead, have the advantage. Ouvrons à présent la page en international. L'ancien président de la Côte d'Ivoire et figure de proue de l'opposition, Laurent Gbagbo, reconduit à la tête de son parti politique alors qu'il avait annoncé son intention de prendre sa retraite. De l'autre côté, le Cap-Verdien était appelé aux urnes pour les élections législatives dont l'issue semble incertaine. Yvon Ochimbalanga nous signe cette page.
Nouvelle page internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le Soudan du Sud a célébré la journée du SPLM-SPLA en hommage au mouvement de libération et à sa branche armée qui a conduit à l'indépendance du pays en 2011. À Juba, la capitale, le président Salva Kiir a rendu hommage aux martyrs. Mais les Soudans du Sud, plus jeune État du monde, restent plongés dans un conflit armé entre les forces gouvernementales et les rebelles de Riek Machar en guerre depuis 2013. En ce jour, nous rendons hommage aux courageuses forces du 105e bataillon qui ont tiré la première balle. Et c'est ainsi qu'a commencé notre révolution. Alors que nous célébrons aujourd'hui le 43e anniversaire de notre mouvement, nous rendons également hommage au sacrifice de nos martyrs qui ont donné leur vie au cours de cette longue lutte, a déclaré Salva Kiir Mayardi, président du Soudan du Sud. Après des décennies de lutte, si le SPLA peut se targuer d'avoir obtenu gain de cause, les défis restent énormes face aux réalités du pouvoir où des luttes politiques ont dégénéré en tensions ethniques. Nous ne voulons plus entendre le bruit des balles et nous voulons assurer à ceux qui ont combattu aux côtés du SSPDF que nous ne voulons pas des combats aveugles. Je tiens également à assurer au peuple du Soudan du Sud que je vous garantirai la sécurité et que je protégerai notre frontière, a déclaré Sontino Dengwol, chef des forces de défense du SSPDF. En Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien et figure de l'opposition Laurent Gbagbo, qui fêtera bientôt ses 81 ans, a été reconduit vendredi à la tête de son parti, alors qu'il avait annoncé l'année dernière son intention de prendre sa retraite. Gbagbo n'a pas pu se présenter aux élections présidentielles d'octobre, remportées par son rival de longue date, Alassane Ouattara, en raison d'une condamnation pénale. Son parti, le PPAC, a boycotté les élections législatives de décembre et ne compte désormais plus aucun député, mais seulement une poignée des maires. À l'issue de son congrès qui s'est tenu vendredi dans la capitale Abidjan, le parti a reconduit Gbagbo à sa tête. Comme l'ont constaté des journalistes de l'AFP, Gbagbo avait déclaré en octobre qu'il ne souhaitait plus se porter candidat à la tête de son parti et qu'il s'abstiendrait d'exercer toute fonction politique. Son avenir politique dépendra probablement de sa réinscription sur les listes électorales. Cela pourrait être dû au président Alassane Ouattara qui a succédé à Gbagbo en 2011 à la suite d'une crise post-électorale sanglante qui a opposé les partisans des deux hommes. Et pour terminer, les Cap-Verdiens étaient appelés aux urnes dimanche dernier pour des élections législatives dont l'issue semble incertaine. 5 partis s'affrontent tandis que le Premier ministre Ulysse Correia et Silva briguent un 3e mandat. Les quelques 470 000 électeurs ont commencé à voter à 8h20, 7h20 GMT. Les bureaux de vote ont fermé à 18h. Selon le système parlementaire du Cap-Vert, le parti qui remporte le plus grand nombre de voix désigne le chef du gouvernement qui dirige l'exécutif. Le président actuellement José María Neves joue quant à lui un rôle d'arbitre. Âgé de 63 ans, Silva, qui a pris ses fonctions en 2016, a été réélu pour un second mandat après les élections de 2021, remportées par son mouvement pour la démocratie du contre-droit. Son parti affrontera notamment le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, dirigé depuis 2025 par le maire de la capitale Praia, Francisco Carvalho. 3 autres partis sont également en lice pour les 72 sièges de l'Assemblée nationale lors de ce scrutin à tour unique. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette randonnée internationale. Mille merci à vous de l'avoir suivi. Et avant de mettre un terme à ce journal, à l'occasion de la journée mondiale contre l'hypertension, le 17 mai, la santé cardiovasculaire est au cœur des préoccupations souvent qualifiées des tueuses silencieuses en raison de son absence des symptômes. Cette pathologie touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde et reste la première cause d'AVC. Quelles sont les causes et les traitements de cette maladie? Le docteur Toussaint Pouima est l'invité de ce journal et il répond à ces questions. Docteur Toussaint Pouima, aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale contre l'hypertension. Bien avant déjà, nous aimerions savoir, l'hypertension, c'est quoi? L'hypertension, c'est une maladie métabolique, c'est-à-dire une maladie qui concerne le fonctionnement du corps et qui concerne le système cardiovasculaire, c'est-à-dire la tension, la pression que le sang exerce sur le vaisseau sanguin lorsque le sang se promène à travers le corps. Je voudrais être précis. C'est-à-dire que dans notre corps, il y a une tuyauterie qu'on appelle vaisseaux sanguins, qui sont les artères comme de veines, qui fait que le sang, qui fait circuler le sang à travers tout le corps. Pourquoi? Parce que ce sang-là doit prélever la nourriture au niveau des intestins,
pour pouvoir distribuer à travers toutes les cellules du corps et aussi ramasser tous les déchets du corps pour les amener au niveau de rein ou du foie pour le faire sortir par les urines. Cette pression que le sang exerce à travers cette tuyauterie, c'est ça qu'on appelle la tension artérielle. Tout le monde a une tension artérielle. Alors, docteur, quels sont les principaux facteurs qui peuvent être des agents causaux de l'hypertension? Est-ce que c'est l'alimentation, les stress ou j'en passe? Ok, alors il faut distinguer deux types d'hypertension. Il y a une hypertension essentielle, et c'est là qui pose beaucoup de problèmes. Il y a une hypertension essentielle qu'on appelle l'hypertension idiopathique, et les causes ne sont pas vraiment connues. Et il y a aussi une hypertension avec de causes, donc l'hypertension dépendante de certaines causes que nous connaissons et le mode de vie. Nous, c'est ceux qui sommes en ville, nous sommes exposés à beaucoup de stress, et les stress deviennent le véritable facteur de l'hypertension artérielle. Docteur, quelles sont les mesures des traitements que peuvent avoir un patient lorsqu'il est atteint de l'hypertension? Alors, lorsqu'on est atteint de l'hypertension artérielle, c'est surtout essentiel parce que c'est là le grand problème. Alors, je voudrais peut-être vous choquer. Quand on est hypertendu, on le reste à vie. Mais maintenant, la question que l'on se pose, mais si on est à vie hypertendu, pourquoi alors on prend le médicament? Parce qu'on prend le traitement pour guérir. Mais alors qu'on est hypertension à vie, pourquoi nous prenons le traitement alors qu'on ne guérira pas de l'hypertension artérielle? C'est pour éviter la survenue de complications qui sont beaucoup plus graves que l'hypertension artérielle elle-même. Alors, quelles sont ces complications qui sont beaucoup plus graves? Ce sont les AVC, des crises cardiaques, des insuffisances rénales. Je rappelle ici que vous êtes docteur Toussaint Mpouema, médecin généraliste. Merci d'avoir répondu aux questions de Magloire Radio et Télévision. Merci beaucoup, madame. Ça aura été un plaisir de vous servir, Monsieur Zidam. C'est par cette note que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.